Voilà, vraiment un couple ami, hein, pas un couple parce qu'ils ont l'argent, parce qu'on choisit, il y en a qui choisissent parce qu'il y a de l'argent, quoi. Voilà, merci, madame. Merci beaucoup, Mme Guisson. Alors, Je docteur, votre partage avis cela, sur ça? je partage cela. Je pense que c'est vrai que moi, je n'y ai vraiment pas pensé, mais si on essaie d'analyser, je pense que c'est une très bonne proposition. Parce que quand la femme a un problème, qu'il en parle à son témoin, qui est l'épouse du témoin de son époux, il est évident que la discussion me paraît beaucoup plus approfondie que d'aller choisir un témoin qui se trouve à New York, l'autre se trouve à Washington, je ne connais pas les distances, ou en Côte d'Ivoire, et c'est difficile. Mais effectivement, si c'est un couple, l'implication peut être beaucoup plus rationnelle, même plus approfondie. Quand vous êtes un couple témoin, vous invitez les deux, c'est plus intéressant parce que c'est le couple qui parle à un autre couple. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise proposition. Et elle a évoqué un autre problème, c'est choisir ses témoins en fonction de l'argent. Il faut faire la différence entre le parrain d'un mariage et le témoin. Donc, si vous voulez forcément qu'une personne qui a une situation financière plus brillante que la vôtre s'implique dans votre mariage, qu'elle finance, à la limite, vous pouvez les prendre comme parrains. Bon, même le parrain, là encore, peut-être il faut en débattre. Le parrain, non, on en a parlé encore il y a quelques semaines. Madame Diawara est en ligne. Allô? Oui. Bonjour, Madame Diawara. Bonjour, madame. On vous écoute. Voilà, nous, je vis depuis bientôt 4 ans. Oui. Eh bien, ça fait déjà un bon moment que ça ne va pas entre mon mari et moi. Oui. Voilà, mais bon, je demande souvent à sa mère d'intervenir. Malgré les interventions de sa mère, vraiment, les choses ne se passent pas du tout bien. Donc, vraiment, je vois que si déjà avec sa mère, ça ne va pas. Bon, avec les témoins, ça fait bizarre. Alors, vous êtes mariée, Madame Diawara? Oui. Vous êtes mariée, d'accord. Et donc, vous n'avez pas recours à l'aide de vos témoins, mais plutôt à l'aide de votre belle-mère? Oui, bon. On a déjà parlé. Les témoins ont bel et bien réagi. Ils lui ont parlé, mais ça ne s'est pas arrivé. Donc, moi, je vois que dans un mariage, vraiment, il n'y a pas lieu d'avoir des témoins encore, puisque vraiment, si les mariés ne peuvent même pas écouter leurs propres parents. D'accord. Oui, je pense que c'est un problème réel qu'elle pose. Le témoin, de mon point de vue, dans son choix, il y a beaucoup d'éléments dont il faut prendre en compte. Parce qu'il ne faut pas aller choisir un témoin, j'allais dire peut-être moins jeune que nous. Parce que le révérend a dit quelque chose sur laquelle je voudrais insister. Si vous avez des témoins qui n'ont pas une certaine influence sur vous, c'est difficile. C'est pour ça que dans le choix, il faut toujours voir, que ce soit dans le milieu religieux, quand je choisis mon témoin, c'est quelqu'un d'un certain âge ou quelqu'un d'une certaine notoriété, pas forcément financière, mais qui peut me parler. Parce que, quel que soit ce que nous sommes, on a toujours dans notre milieu quelqu'un qui peut avoir de l'influence sur nous. Et je voudrais dire aux uns et aux autres que si dans notre milieu de vie, nous n'avons personne qui peut exercer une certaine influence sur nous, c'est que nous ne vivons plus, que nous sommes des cas. Sinon, quel que soit, on se croit au-dessus de tout, ça devient de l'orgueil. Sinon, quel que soit ce que nous sommes, même moi qui suis assis, j'ai une certaine faiblesse pour certaines personnes qui, quel que soit votre degré de colère, vont vous appeler pour dire, Monsieur Brou, vous êtes obligé de faire baisser la température à l'instant par respect. Et c'est de cette façon qu'on règle. Donc, le témoin doit être dans une position d'avoir une certaine capacité, une certaine maturité, une certaine influence sur les personnes qui se marient. De sorte que quand c'est la femme qui vient, par exemple, voir le témoin pour poser un problème, on est sûr que quand le témoin va prendre son téléphone pour dire à l'époux ou à l'épouse que j'ai besoin de toi, ce dernier ne résistera pas parce qu'il a du respect, il a de la considération pour ce témoin. Donc c'est important de choisir quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, une certaine responsabilité. Il ne faut pas le choisir parce que, bon, c'est mon ami, de toute façon, on a fait l'école ensemble. Aujourd'hui, il occupe un bon poste, il peut peut-être me prêter sa voiture dans laquelle ma femme va monter. Donc, il est important, et je voudrais vraiment insister sur cet aspect, que nous devons choisir des témoins qui ont une certaine influence sur nous. Donc, c'est pour ça, encore une fois de plus, le choix d'un parent me pose encore quelques problèmes parce qu'il y a l'attitude partisane. Alors, docteur, jusque-là, les critères évoqués par vous et par les téléspectateurs, donc, on a dit donc quelqu'un qui a une vie spirituelle assez importante, une personne mariée, voire divorcée,
un couple d'amis. Alors, pour revenir à la spiritualité, est-ce qu'il faut prendre forcément un témoin qui est de la même confession religieuse? Ce serait l'idéal. Il y a un passage que je connais de la Bible, je ne sais pas exactement les références, mais il est dit que si vous ne parlez pas la même langue, vous ne pouvez pas communiquer. Il est évident que si nous sommes sur ce plateau et que les questions arrivent et qu'on répond, c'est parce qu'on parle tous le français. Je suis sûr que si quelqu'un nous appelle en anglais et que notre niveau d'anglais n'est pas élevé, ça va être très difficile de répondre en anglais, de communiquer en anglais. Si quelqu'un m'appelle en bambara, je ne parle pas le bambara, ça va être très difficile si ce n'est pas traduit. Donc ça revient à la même chose que si on choisit quelqu'un qui n'a pas la même religion que nous, les conseils vont être difficiles. Parce que n'oubliez pas que la religion est un des grands moyens aujourd'hui d'éducation. Très bien. Monsieur Abou est en ligne, il nous appelle de Hongrie. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Abou. Bonsoir madame. Moi je voulais intervenir parce que lorsque le monsieur dit qu'il faut quelqu'un qui a quand même de l'expérience pour être le témoin, oui. Je ne suis pas contre, mais je prends un exemple. Un prêtre par exemple, il peut être témoin, or il n'a jamais été marié. Donc qu'est-ce qu'il pense de ça? D'accord, une question pour vous. Donc. Bon, merci, je pense que je ne veux pas polémiquer. Les prêtres, vous savez, quelquefois, ils ont de l'expérience. Peut-être pas de couple, certainement pas de couple, je n'aime pas de peut-être, parce qu'ils ne sont pas mariés. Pas de couple, mais ils encadrent le couple. Ils ont de la sagesse. Vous savez, ce qui nous aide, moi par exemple, quand je viens, la plupart des informations que je donne, c'est sur la base de l'expérience professionnelle. À force de rencontrer des personnes et d'échanger, on arrive à tirer des leçons. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on vit la situation, mais je pense que ce sont des personnes qui, à cause de leur fonction au quotidien en cas de couple, entendent des témoignages, arrivent d'une manière ou d'une autre à aider des couples. Donc, ce n'est pas forcément de mauvais témoins. Très bien. Alors, donc, revenir à ce que vous disiez. Donc, il est bon qu'au niveau de la religion, on puisse choisir, il est souhaitable, quelqu'un qui soit de notre religion. Parce que si moi je suis témoin, que j'appelle un couple, si c'est, par exemple, je suis musulman, c'est sur la base de ce que le Coran dit que je vais donner mes conseils. Que je connais d'ailleurs. Que je connais. Si je suis chrétien et que je suis témoin d'un couple chrétien, c'est sur la base de ce que la Bible dit sur le mariage que je vais exhorter le couple. Donc, il est évident que si la personne, par exemple, ne pratique aucune religion et que nous sommes fortement engagés dans notre religion, dans notre foi musulmane, chrétienne ou tout autre, la personne va donner des conseils sur quelle base? Va nous dire d'aller en boîte, va nous dire d'aller au cours, je n'en sais rien. Parce que, je prends l'exemple, un pasteur ne va jamais vous dire si vous voulez vous détendre, vous voulez de la détente, allez en boîte de nuit. Il va vous dire, vous pouvez sortir peut-être aller à la plage, parce qu'on estime que ce sont des milieux, par rapport à telle ou telle foi, ne sont pas en conformité. Voilà. Donc, je pense que être de la même religion, peut-être pas de la même communauté, parce que la même communauté, c'est différent. On peut avoir des églises sœurs ou des religions sœurs. On peut aller choisir quelqu'un dont on admire, et qu'on admire, par exemple, qu'on veut... Il y a quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je vais choisir mon témoin parce que je vais être comme lui. Quand je le vois, sa façon de parler, sa façon de gérer son foyer, de gérer la vie, ça me plaît. Donc, je vais le prendre comme témoin pour m'encadrer, à la limite, à limiter plus tard. Mais il est évident que si vous ne parlez pas le même langage, ça va être très difficile. Il faudrait également avoir quelqu'un de disponible, hein, quelqu'un qu'on puisse appeler à tout moment pour expliquer les problèmes. Parce que si c'est quelqu'un qui, après 2-3 appels, dit « Oh, ceux-là, ils ont toujours des histoires, moi j'ai autre chose à faire », ça risque de poser problème. Il faut de la disponibilité, il faut de la patience, il faut du courage. Et c'est pour ça aujourd'hui que je dis on ne voit pas les témoins. Parce que nous sommes dans une vie où la course à rechercher les moyens pour vivre sont tels que c'est difficile. Vous avez un témoin, par exemple, qui occupe un poste de responsabilité de haut niveau, qui est tout le temps en mission. C'est difficile. Mais ce que je veux dire, il doit être disponible même dans son indisponibilité. Parce que même si je suis tout le temps en mission, si je suis tout le temps en voyage, mais peut-être un des week-ends où j'ai la possibilité, ou en cours de semaine, des jours, j'ai la possibilité d'être disponible pour 1 heure ou 2 heures, je peux lui l'accorder. Ça peut être une disponibilité de qualité. Comme je le dis souvent aux parents, quand on demande d'être présent pour les enfants, il ne s'agit pas de passer 24 heures sur 24 avec les enfants. Parce que si vous ne partez pas travailler pour leur donner à manger, demain vous allez perdre votre autorité de parents. Mais le temps que vous décidez de leur accorder, il faut que ce soit accordé. Et c'est possible. Très bien. Madame Couton est en ligne. Elle nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Couton. Bonjour. On vous écoute. Je voulais participer à l'émission qui passe en direct. Oui, vous y êtes, on vous écoute. Oui.
Par rapport au témoin de mariage, moi je crois que le témoin, c'est celui-là qui est d'abord marié et qui a une vie de couple exemplaire. Parce que je vais un peu prendre l'exemple de mes parents. Oui. Mes parents, eux, ils sont mariés, ça fait 30 ans aujourd'hui. Mais ils ont connu des problèmes pendant près de 17 ans. On a appelé les témoins de mariage d'abord qui ont donné de mauvais conseils. Ils sont arrivés au point où ils étaient sur le point de se séparer, de divorcer. Par la grâce de Dieu, on a rencontré un homme de Dieu qui nous a parlé de Jésus, de la repentance et tout. C'est ainsi qu'on leur a demandé d'arrêter de chercher des témoins et de se remettre à Jésus. Il est le seul capable de résoudre les problèmes dans leur foyer. Et au jour d'aujourd'hui, la paix est revenue, l'harmonie est revenue dans le couple. Donc, quand les couples rencontrent souvent des problèmes, moi je crois que même ces témoins qu'on choisit lors de nos cérémonies ne sont pas toujours aptes à résoudre ces problèmes-là. Tout est spirituel. Les gens croient qu'on rencontre un monsieur, on rencontre une dame, il se comporte mal, il va changer dans le mariage. Non. Le changement doit intervenir avant le mariage. Si avant le mariage, ça ne va pas, moi je crois que ça ne sert à rien de se marier. Très bien. Donc voilà un peu mon point de vue. Merci beaucoup, Madame Couton. Très bonne journée à vous. Je pense qu'elle partage pleinement ce qu'on dit. Le témoin, quand elle parle de confier à Jésus, c'est quelqu'un qui vous conduit, en fonction si c'est quelqu'un qui est la religion chrétienne. Donc il est évident que si c'est le témoin choisi, peut vous dire, bon, on va prier pour que Dieu nous aide à régler votre problème. C'est une possibilité, ça aussi c'est une sorte de maturité spirituelle qui vous dit, bon, écoute, j'ai compris, quelquefois vous posez le problème, il va vous dire, j'ai compris, laissez-moi le temps de réfléchir, mais laissez-moi le temps d'interroger Dieu pour qu'il nous donne la sagesse nécessaire de régler. Mais je voudrais surtout intervenir sur un autre sujet, un autre aspect. Le témoin peut être de bonne foi, disponible, mais il faut que ceux qui se marient comprennent qu'ils sont en première ligne. Que c'est eux, avant le témoin, qui ont décidé d'aller devant l'autorité de l'état civil et des autorités religieuses et de la communauté pour se marier. C'est moi qui dis, je veux me marier d'abord avec une femme ou avec un homme. Donc le témoin ne vient qu'après. Et si le témoin il est disponible et que malgré sa bonne foi, il nous parle, il nous exhorte, il nous donne même des enseignements religieux et que nous ne voulons pas écouter, je suis bien désolé que le témoin soit accusé demain. On en appelle donc à la responsabilité, à la maturité des époux. Ah oui, il faut que les époux... Quelquefois, quand vous-même vous êtes responsable, le témoin en réalité, on passe le saluer. Il vous appelle juste pour avoir les nouvelles, ça va à la maison, les enfants. Parce que vous-même, vous avez pris l'initiative de prendre votre problème à bras le corps et de le régler en toute maturité et en toute responsabilité. Donc le témoin peut venir en appui, mais je dis encore une fois de plus qu'il est important que les gens comprennent que le témoin ne va pas venir jouer notre rôle. D'ailleurs, il n'habite pas avec nous. Il est venu juste témoigner que ce sont des jeunes gens qui sont matures et responsables, qui ont atteint la maturité, l'âge de maturité, donc peuvent se marier. Mais la première responsabilité, ce sont les personnes qui sont engagées dans la dynamique du mariage. Il est important, docteur, de rester également en contact avec ces témoins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient, mais qui, après une année, voire un mois même, n'ont plus aucun contact avec les témoins, au point que quand on interroge un enfant pour savoir, est-ce que vous savez, ou on demande à l'enfant, est-ce que tu sais qui sont les témoins de tes parents, l'enfant est incapable de répondre. Oui, je suis désolé parce que c'est un peu la réalité que nous tous nous vivons. Nos témoins de mariage, quelquefois, ce sont des contraintes. Vous n'habitez pas la même ville, il y a des contraintes professionnelles, mais je suis d'accord qu'il faut se donner les moyens nécessaires. Que non seulement ceux qui sont mariés fassent l'effort nécessaire de garder le contact avec les témoins, mais quelquefois aussi, vous savez, pour qu'une relation marche, il faut l'intérêt des deux parties. Si les jeunes mariés en griffe essaient de garder le contact avec les témoins qu'il n'y a pas de retour, il est évident qu'à un moment donné, ils vont baisser les bras. C'est de la même manière que si ceux qui ont été votre témoins de mariage
font des efforts nécessaires, vous appellent, parfois même se déplacent pour vous rendre visite, pour prendre de vos nouvelles, et qu'il n'y a pas de retour, à un moment donné, on va baisser les bras. Donc il faut que, de part et d'autre, le témoin ne dise pas parce que j'ai été témoin, parfois parce que même j'ai même donné de l'argent, donc c'est vers moi seulement, ils doivent venir, mais il faut qu'en retour, il y ait cet effort-là. Très bien. Monsieur Mohamed est en ligne, il nous appelle de Marcory. Allô? D'accord. Allô? Oui, bonjour Monsieur Mohamed. Bonjour, Mohamed. On vous écoute. Bonne santé à vous. Merci. Déjà. Merci. J'aimerais dire à M. Bou que ça fait déjà 9 ans que je suis marié. Oui. Mais je n'ai pas encore fait le mariage civil. Bon. Comme il a... Mais j'ai eu pour témoin... Monsieur Mohamed, une question. Est-ce que votre poste téléviseur est allumé? Allô? Est-ce que votre poste téléviseur est allumé? Allô? Allô? Monsieur Mohamed, vous m'entendez? Oui. Est-ce que votre poste téléviseur est allumé? Oui. Vous pouvez diminuer le son ou le couper carrément? J'ai coupé le son. D'accord, on vous écoute. Oui. Donc vous êtes marié depuis 9 ans religieusement? Oui. Oui. Mais pas encore fait le mariage civil. D'accord. Voilà. Seulement, bon, comme il a dit les témoins tout à l'heure, et moi j'ai eu personnellement un cousin avec qui je m'entends très bien. On discute bien. Sur les problèmes et tout ça. Et puis, le deuxième témoin était un frère de la famille. D'accord. Voilà. Donc, lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais demander, est-ce que, comme il a dit aussi, pour faire le mariage civil, est-ce que c'est forcé aussi d'avoir quelqu'un comment il s'appelle? Est-ce que vous devez avoir les mêmes témoins pour le mariage civil et le mariage religieux? Comment? La question c'est, est-ce que vous avez besoin d'avoir forcément les mêmes témoins pour le mariage religieux et le mariage civil? Oui. D'accord. Ok. Merci, Monsieur Mohamed. Oui, je pense que c'est souhaitable. Hein, d'avoir des... C'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. Classiquement, c'est ce qui se passe. Les gens étaient témoins avec nous à la mairie, ils nous accompagnent à l'église ou à la mosquée. Je ne sais pas exactement comment ça se passe là-bas, mais bon, généralement, c'est ça. Mais alors, pour revenir, docteur, pardon, au rôle, vous étiez en train d'en parler de l'importance de tout faire pour garder le contact. Absolument. Mais il faut également savoir que ce n'est pas parce qu'on est témoin de mariage qu'on a obligation d'interférer, voilà, s'immiscer dans la vie du couple. Ce n'est pas parce qu'on est témoin de quelqu'un qu'on va toujours l'appeler pour lui dire tu te comportes comme ceci avec ta femme ou comme ça avec ta femme. Il faut savoir garder ses distances et attendre d'être sollicité. Absolument. Même quand on n'est pas sollicité, on peut intervenir de façon sage. On peut appeler. Moi, j'ai été témoin il n'y a pas très longtemps. Juste avant le mariage, j'ai convoqué les deux mariés. Je leur ai parlé. Et puis bon, voilà. Après le mariage, on s'est appelé. Mais bon, je suis d'accord que le fait d'avoir été témoin ne nous donne pas le droit d'un droit de contrôle, de vérification, à quelle heure vous avez dormi, ton mari est rentré à quelle heure. Il est possible dans un premier temps que les mariés nous sollicitent ou une des parties nous sollicite pour des difficultés qu'ils sont en train de traverser. En ce moment, on peut intervenir ou alors nous-mêmes, sur nos propres initiatives, on peut se déplacer juste pour avoir les nouvelles. On ne va pas aller leur demander est-ce que votre vie sexuelle ou votre vie financière, ça va. Non, ce n'est pas ça. Mais allez simplement, non, comme ça fait un moment, on est venu vous rendre visite pour savoir comment vous allez. Et puis peut-être dans les échanges, ils auront des questions à vous poser. Peut-être dans les échanges,
il peut y avoir une possibilité de difficulté qu'on peut régler. Mais ce n'est pas de notre droit de penser qu'on est obligé. Même nos propres enfants, il y a des limites parce que c'est source de conflit. Justement, les qualités, hein, pour revenir aux qualités donc, des témoins, il faut trouver des personnes qui puissent apaiser le couple en cas de tension. Ce pas des personnes qui vont venir raviver, envenimer l'histoire en disant oui, rappeler les histoires précédentes en disant il y a 2 ans tu as parlé de telle chose, il y a 1 an on a réglé ce même problème, là tu exagères et essaie de partir ou... Voilà, il faut trouver des personnes qui puissent avoir la sagesse de régler intelligemment les conflits. C'est pour ça que j'ai parlé de maturité. Si vous venez voir quelqu'un qui, au lieu d'éteindre le feu, met de l'essence, il est évident que ça va aggraver la situation. Très bien. Monsieur Sangari est en ligne, il nous appelle de Fridi. Allô? Oui, bonjour, monsieur Sangari. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, ma proposition, c'est qu'avant de choisir un témoin, il va falloir que on n'a pas besoin de la religion en question des témoins. On a besoin d'un homme juste, pas forcément de même religion que vous. Vous pouvez regarder dans votre quartier, il y a les réunions de jeunes, les réunions, vous regardez quelqu'un qui dit la vérité, qui n'a pas peur de dire la vérité. Moi, je crois que je peux me fier à lui et être mon témoin. Voilà, on ne peut pas prendre un collègue de service qu'on a l'habitude d'aller prendre un coup avec lui et à tout moment peut-être ensemble pour les bêtises qu'on va voir et puis après, s'il y a du feu dans votre foyer, je ne pense pas qu'il peut vous donner de très bons conseils. D'accord. Voilà, donc moi je pense que tu peux choisir n'importe qui comme témoin, quelle que soit la religion, seulement que tu sois juste. S'il y a un problème, lorsque madame dit que tu vas aller voir ton témoin, il faut que tu aies peur de la personne. Voilà, il faut que le témoin soit quelqu'un qui vous effraie. Qui vous effraie? Voilà, moi, ma proposition, c'est ça. Qui vous effraie, pardon, monsieur Mohamed, qui vous effraie dans quel sens? Bon, je veux parler du respect qu'on fait. D'accord, quelqu'un qu'on respecte, mais dont on n'a pas peur. Monsieur, vous avez vraiment... Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je veux que, bon, quand je dis vous effraie, je veux parler au fait, vous avez honte de la personne. Et c'est très bien que, quelle que soit la gravité de la situation, si ce dernier il arrive, tu seras obligé de baisser les bras. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, très bonne journée. Alors, on a parlé de ça. Oui, d'influence, mais il ne faut pas qu'il y ait de la gêne au point de ne pas pouvoir expliquer certains problèmes. Ça peut être, vous l'avez dit, un problème concernant la vie sexuelle du couple. Alors, il faut pouvoir en parler au témoin pour éventuellement intervenir. S'il y a trop de gêne, il y a trop de considération. Je préfère qu'on s'arrête au niveau de respect, même le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est-à-dire que celui qui est témoin doit respecter celui dont il est témoin et celui qui l'a eu comme témoin doit se respecter réciproquement. Parce que s'il n'y a pas de respect réciproque et que je peux me permettre de faire certaines choses, à un moment donné, on va prendre ses distances. Donc je suis d'accord qu'il faut quelqu'un pour qui nous avons énormément de considération, mais aussi qui nous considère, qui est ouvert, avec qui il n'y a pas de sujet tabou. Parce que... Est-ce que c'est conseillé, docteur, pardon, de prendre un témoin du même âge que soi? Il faut quelqu'un de bon, vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un de même âge qui peut être mature. Il est marié peut-être avant vous, il a eu plus d'expérience, il peut être mature. Mais je voudrais surtout insister sur la notion de maturité et de responsabilité. Parce qu'on peut être même âgé de 10 ans ou 20 ans de plus que celui dont on est témoin, mais on est même immature par rapport à ce dernier. Donc, je voudrais vraiment insister sur ces notions, quelqu'un qui est ouvert. Parce que vous savez, on a dit ici, la première cause de divorce, même si elle n'est pas officielle, c'est l'adaptation sexuelle. C'est le comportement sexuel. C'est vrai qu'en Afrique, on n'en parle pas beaucoup, mais en Europe, dans la plupart des études qui sont faites, et quand vous discutez à huis clos avec des femmes, une des grandes causes de séparation, c'est le problème de la qualité de la sexualité. Donc, il est évident que si vous partez voir un témoin qui est gêné d'aborder la question, c'est difficile de vous aider. Donc, il faut que ce soit un témoin qui ait la capacité d'aborder toutes sortes de questions. Très bien. Monsieur Kofi nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Kofi. Oui, voilà. Donc, j'appelais là pour savoir quelque chose. Oui. Je suis marié il y a là 8 ans. 8 ans? Voilà, 8 ans. Et donc,
vraiment, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment eu à recourir à nos témoins. On n'a pas eu de recours à nos témoins. Vous n'avez pas eu de contact avec vos témoins? Voilà, nous on a des contacts, mais en fait, on n'a jamais eu de recours. D'accord, de recours aux témoins. Sollicité. Mais il y a un problème, c'est que c'est madame qui fréquente beaucoup qui a eu son témoin. Et il y a là 1 ou 2 ans déjà qu'elle a fermé sa maman. On a donc annoncé le décès à son témoin et jusque-là, elle n'a même pas daigné, même l'appeler même pour juger le condoléances, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, j'ai décidé qu'elle ne fréquente plus. Donc, je voulais un peu votre conseil. D'accord. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout m'empêcher de lui rendre visite ou bien alors on va être comme nous? Bon, merci, monsieur. Je pense que c'est vrai, c'est frustrant que la femme qui fréquente régulièrement son témoin perd sa mère et que le témoin est informé, qu'il ne vienne pas la saluer. Je pense que ce n'est pas bon. Mais vous savez, garder les relations humaines, c'est peut-être ce qui est de mieux, qu'ils aient le courage. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. D'aller rencontrer la dame et de lui exprimer leur mécontentement. Peut-être ils comprendront la raison. Je disais à quelqu'un il y a quelque temps que je dirais au monsieur, s'il veut aller jusqu'au bout, c'est de chercher plutôt à savoir la raison. Donc sa femme peut retourner ou passer par une amie commune pour dire à... L'idéal, c'est le contact direct. De dire, ah, ma soeur, c'est vrai, tu as été mon témoin, je viens souvent chez toi, j'ai eu tel problème, je t'ai appelé, tu n'as même pas été capable de venir me saluer, vraiment, ça m'a frustré. Et puis, en ce moment-là, en fonction de ce que l'autre va dire, on pourrait éventuellement prendre des mesures. D'accord. Dernière question, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Alors, docteur, est-ce qu'on peut changer de témoin? Si, par exemple, malheureusement, le témoin décède, ou on se rend compte que finalement le témoin n'est pas de très bons conseils ou qu'il ne nous aide pas vraiment, est-ce qu'en cours de route on peut changer de témoin? Bon, une fois les papiers sont signés, c'est signé. Il faut qu'on se renseigne, on demandera à notre ami le juriste, est-ce que sur le plan légal, on peut aller à la mairie pour dire, lui, il n'a qu'à signer à ma place parce que l'ancien témoin, je ne le veux plus. Ça, je n'ai jamais connu. Donc, je pense qu'il faut changer avant de se marier. Par exemple, j'identifie quelqu'un que je veux qu'il soit mon témoin. Et puis, je découvre des choses qui ne sont pas dans le bon sens. Je peux le changer puisqu'il n'a pas encore signé des papiers. Je pense que c'est fait. Mais on peut changer subtilement. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si dans le cours de la vie, j'ai des amis qui peuvent être plus utiles pour moi en conseil, bon, ils ne sont peut-être pas témoins au niveau légal dans les papiers, mais ils jouent un certain rôle de témoin. Très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Brou. Merci pour vos conseils et vos avis toujours éclairés. Merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, pour votre fidèle et agréable attention. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va vous faire des bisous, des coucous et vous dire à demain. On se retrouve demain à partir de 13h15, toujours sur RTI2, avec le docteur Brou qui sera encore installé. Nous aurons Maître Bomba qui nous donnera ses conseils sur d'autres sujets. Et puis également les cocktails de Monsieur Nda. On va finir en souhaitant un joyeux anniversaire à Bomba Mati à Paris et Bomba Mariam à Adjamé 220 logements. Merci encore une fois et puis à demain.